Salut chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 11e journée de championnat de Ligue 1, McDonald's. Saint-Étienne se déplaçait en terre rhodanienne au Groupama Stadium et défaite 1-0 lors de ce derby. Lui, il a essayé d'imiter Bocuse, le cuisinier si célèbrement connu en terre lyonnaise. Il a essayé la quiche, il n'y a pas arrivé. Et surtout, pour le derby, ce week-end, il a essayé les quenelles et c'est pas passé. Hein. Non, je suis en pleine indigestion. Salut à toi Olivier. Salut Marco. Voilà, une absence d'Eric qui nous avait prévenu, et oui, il est indisponible pour cette émission. Pour des raisons professionnelles, c'est pas une indigestion. Voilà. Il n'a pas mangé trop de quenelles. C'est raison professionnelle. Il regrette évidemment après ce derby. En plus, lui, il était présent. Nous, on l'a regardé devant la télé. Donc, dans cette émission, on va revenir décortiquer cette courte défaite 1-0. Au cours de cette émission, on passera des morceaux musicaux, une page altiligérienne, également des verres à moitié pleins, des verres à moitié vides, une page agenda et on clôturera l'émission avec des coups de cœur et des coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes de rock and foot. Et on commence par le match. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Et oui, c'était le retour du derby devant 58 000 personnes au Groupama Stadium pour des Verts qui reconduisaient la même équipe victorieuse de Strasbourg la semaine dernière. Larsonneur dans les buts, une charnière Nadé Batubinsika, latéral gauche Petro, latéral droit Masson. Au milieu de terrain, Ekwa en pointe basse, accompagné par Mouton et par Bouchouari. En attaque, deux ailiers, Davitashvili à gauche, Boaké à droite pour alimenter Stassin à la pointe de l'attaque. Contre toute attente, ce sont les Verts qui rentrent le mieux dans la partie, ce sont eux qui gagnent les duels, ce sont eux qui ont les meilleures occasions, comme la tête de Stassin qui passe de peu à côté. Au bout d'un quart d'heure, les Lyonnais vont quand même mettre le pied sur le ballon et mettre Larsonneur à contribution par Tolisso et par Lacazette qui va même trouver le poteau. Les Stéphanois vont, eux, opérer en contre et c'est sur l'un d'eux que Boaké oublie Davitashvili et c'est vraiment dommage car le Géorgien se serait retrouvé seul face à Perry. Comme souvent dans ce genre de situation, on est puni dans la foulée. Sur l'action suivante, Larsonneur va devoir se déployer de tout son long pour repousser une frappe de Fofana en corner. Un corner mal dégagé par les Verts, des Verts mal positionnés qui vont subir la pression lyonnaise sur ce coup de pied arrêté. Et à la suite de plusieurs ballons, un retourné raté, bref, c'est Lacazette qui va marquer du genou et donner l'avantage à son équipe. 1-0 à la mi-temps et on se dit que la deuxième mi-temps va être longue si les Verts souffrent autant qu'en première mi-temps. Heureusement, on va voir une équipe stéphanoise bien plus entreprenante et une équipe lyonnaise sur le reculoir. Malgré tout, Larsonneur doit quand même s'occuper. Il va faire 8 arrêts dans ce match. Il va devoir s'employer comme face à Fofana sur un contre. Un peu plus tard, par contre, il va se trouer le même Larsonneur sur un dégagement foireux qui permet à Nuama de marquer, mais heureusement Mikotadze avait fait main sur le contre. En fin de match, la plus belle occasion est même stéphanoise, c'est Sissoko qui va s'imposer physiquement, mais il est un peu loin de la cage à cet endroit, il va être gêné par le retour d'un défenseur et sa frappe va être repoussée par le gardien lyonnais. Le score en restera là, le 125e derby se termine par le score de 1-0 pour les Lyonnais. Ouais. T'as pas évoqué les deux dernières occasions, notamment le tir de Mouefek et puis le centre où Sissoko est pas loin et Wadji qui était juste rentré a failli la mettre au fond. J'assume totalement. On a eu des occasions aussi en fin de rencontre. Mais finalement, donc, les Stéphanois s'inclinent par le plus petit des scores, 1-0. Ça fait chier, mais on a quand même vu des Stéphanois plutôt vaillants pour ce derby. On n'a pas pris l'eau comme beaucoup nous l'avaient prédit. Une équipe de Saint-Étienne qui peut quand même éprouver quelques regrets. Une défaite 1-0. Par moment, on a pu, être pas très loin et finalement
très loin. Si loin, si proche, comme on va appeler cette émission, parce que sur certains moments de la deuxième mi-temps, on a fait jeu égal avec ces Lyonnais. L'entame de match aussi, moi j'ai bien aimé le tout début de la rencontre avec ces occasions-là. Davitashvili a été très en jambes. Mais force est de constater que à l'expérience, il y a quelques individualités, il y a peut-être un peu plus de talent. Nous, il y a Davitashvili qui a du talent et eux, c'était un peu plus réparti. Ils avaient un bon ailier et puis des joueurs au milieu de terrain peut-être un peu plus talentueux. Donc, force est de constater que cette équipe lyonnaise, elle est plus expérimentée en Ligue 1 et elle l'a montré en marquant plus rapidement, en étant plus clinique, en étant plus efficace que les Verts. Sur une demi-occasion, finalement, ils marquent. Et ça n'a pas été le cas des Stéphanois. Une fois de plus, cela montre l'inefficacité à marquer des pions. Donc on a ce côté inoffensif. On est l'avant-dernière attaque de ce championnat. Et ce match-là illustre bien, je trouve, parce qu'on a des occasions. On a tiré 8 fois en deuxième période. Quand même, en plus, lors d'un derby, c'est assez énorme, mais finalement, on n'inscrit aucun but. Donc, c'est récurrent, ces soucis offensifs, et il faudrait les corriger. Est-ce que toi, tu as été surpris, par exemple, par le 11 de départ de Dalloglio ? Alors, oui, mais j'étais d'accord pour mettre Stassin, par exemple. Ça m'a surpris et là je dois mea culpa. Je doutais de Bouchoirie sur une rencontre comme celle-ci et en fait ça a été peut-être le meilleur milieu de terrain au niveau de la combativité et au niveau de la technique. Donc non, s'il continue comme ça, il va me faire changer d'avis, le Marocain. Voilà, c'est la seule chose qui m'a un peu étonné, mais au final je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire de mieux. Sachant que on est partagé sur l'avant-centre. Ils ont tous les deux des qualités, mais ils ont aussi des défauts. Stassin est très jeune et beaucoup moins physique, et puis Sissoko il est physique, mais par contre on a vu sur l'occasion qu'il était pas très rapide. Donc entre les deux, le choix est un petit peu difficile pour Dalloglio. Oui, mais vu la prestation du dernier match de Saint-Etienne, moi j'aurais tout de suite titularisé Sissoko. C'est vrai qu'on dit qu'un buteur, en général, un buteur, tu le titularises. J'étais surpris, moi, de voir Stassin aligné. Alors, Boakier, il avait la place de Cafaro, parce que je rappelle que Cafaro était suspendu pour cette rencontre suite à plusieurs cartons. Voilà, Boakier, sa prestation, elle est encore une fois trop légère pour moi. Tu as parlé de mauvais choix tout à l'heure dans ton résumé, effectivement, et c'est cette mauvaise passe en contre-attaque qui amène le but lyonnais. Donc Boakier, c'était pas extra. Et sinon, et en plus sur cette occasion, il choisit la passe à Stassin qui est hors jeu. Ouais. Vraiment, il y a rien qui va sur sa passe. Alors que Davitashvili, lui, il était dans le jeu. À gauche, à sa hauteur. C'est bien dommage. Oui, je reviens sur le 11 de départ. Masson, comme la fois précédente, à la place d'Apia. Moi, ça m'a surpris. Je savais qu'il avait à avoir un certain collègue. Le côté rhodanien, c'est le petit Fofana dont j'ai parlé la semaine dernière. Et comme prévu, il lui a fait la misère presque pendant 70 minutes. Donc moi, je pensais vraiment qu'il allait préférer Apia à Masson sur cette rencontre. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu de ce 11 de départ. Tu as une question, Olivier, en lien Oui. Déjà, moi, je veux pas sur le 11, mais sur la stratégie. Quand on dit qu'il y a des regrets, est-ce que
À part ces occasions, est-ce que tu as trouvé cette équipe stéphanoise au niveau du derby, pas trop, enfin, au niveau de l'événement, on va dire? Oui, et surtout un milieu de terrain beaucoup plus intéressant qu'au début de saison. C'est à peu près le même qui avait été aligné face à Strasbourg il y a une semaine de ça. Et j'ai trouvé qu'ils ont ils ont été présents, hein, nos Stéphanois. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été vaillants. Mais ça manque de lucidité pour l'avant-dernier geste, pour le dernier geste. Ça manque de talent, tu l'as dit, de qualité technique chez certains joueurs. Parce que avec d'autres joueurs des années précédentes, je pense que on aurait pu faire vraiment un bon résultat à Lyon. Parce que j'ai pas trouvé Lyon extraordinaire, hein, loin de là. Par contre, quand ils veulent, ils ont une vitesse de jeu qui perturbe les défenses, et notamment notre défense stéphanoise. Voilà, notamment sur les côtés, sur le côté de Fofana pour le Lyonnais. Mais voilà, ça manque toujours de réalisme devant le but. On s'est créé quand même pas mal d'occasions. En résultat, on inscrit 0 pion. Donc on peut avoir des regrets. Mais ouais, il y a du positif. Si on suit les Verts depuis le début de saison, effectivement, il y a du mieux. Mais par rapport à ce rendez-vous de derby, c'est 0 point. Hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est 0 point. Et ça, c'est pas trop normal. Voilà, même si on voit l'évolution, je suis bien conscient qu'on voit l'évolution, que ça va un peu mieux dans le jeu, même si on fonctionne en contre-attaque. Mais résultat, ça fait 0 point au bout. Et ça, c'est rageant. Et la deuxième mi-temps, comment t'expliques qu'on ait fait une bien meilleure deuxième mi-temps avec, comme je le disais, parfois la possession du ballon et parfois aussi des Lyonnais, on a vu qu'ils doutaient, qu'ils n'arrivaient pas à cadenasser Davitashvili et même Sissoko. Hein. Est-ce que Dalloglio a fait un changement que tu as repéré ou ça s'est fait naturellement, les Lyonnais ont baissé de pied? Je pense que les Lyonnais ont baissé et puis moi j'ai l'impression qu'ils avaient un peu la trouille parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et le deuxième but donc a été revu par la VAR. Bon ça change la donne et de ce but refusé jusqu'à la fin du match et tu vois même à la fin du match ils jouaient la montre parce que ils étaient pas sur 2, donc les Lyonnais étaient prenables et nous je trouvais même dans les changements le milieu de terrain apportait quand même quelque chose. Alors souvent c'était aussi notre Géorgien qui faisait la différence et techniquement qui arrivait plus facilement à passer la défense rhodanienne. Mais j'ai trouvé que le Bouchouari, Mouton, alors quand Mouton est sorti aussi, j'ai trouvé que les entrants étaient pas trop mal. Et ils n'ont jamais eu de pause, en fin de compte, ces Lyonnais, pour remettre le carburant, pour faire la différence, pour faire inscrire ce deuxième but. Ils ont eu peur jusqu'au bout, grâce à un schéma tactique de Dalloglio qui est assez huilé depuis 2 matchs. Et c'est tant mieux pour nous, mais insuffisant au résultat. Alors, la seule petite modification, c'est Ekwa qui finalement joue à un poste hybride, encore une fois. Il peut jouer comme troisième défenseur, mais aussi comme milieu de terrain, je l'ai dit. Donc c'est un peu hybride et c'est peut-être ça qui fait qu'on a une équipe qui a plus le ballon ou moins le ballon. En tout cas, on a été relativement solide. Après, alors l'Arseneur a fait beaucoup d'arrêts. Je voulais te demander, est-ce que avec le clean sheet face à Strasbourg et puis là, bon, on prend un but sur coup de pied arrêté, voilà, pas dans le jeu. Est-ce qu'on a retrouvé un semblant de solidité? Non. Alors non, pourquoi ? Parce que le but qu'on prend, il y a
3 ballons qui passent dans la surface de réparation sans que les défenseurs ou les joueurs stéphanois qui jouent en défense sur un corner ne prennent le dessus sur les Lyonnais. Mouton, sur le but qu'on prend, Mouton. Ensuite, c'est Stassin. Et non, c'est Petro et Stassin, je crois. Petro et Stassin. Il n'y a pas un qui touche la balle. Il n'y en a pas un, en fin de compte, qui essaye de dégager le ballon. Donc, solidité, non. Là, j'ai trouvé vraiment vulnérable sur le but encaissé lyonnais. Donc, non, par contre, il y a un côté huilé entre ce groupe, c'est-à-dire entre défense, milieu et attaque. Et les milieux arrivent plus facilement à trouver les attaquants. Et on arrive à gérer le fait d'être subi. C'est comme ça que... On joue plus bas. On joue plus bas et on arrive à gérer ça. Voilà. Après, ça demande justement une certaine solidité. Mais la solidité... le risque, c'est les coups de pied arrêtés. Batou Binsika, en première période, voilà, il est tout tranquille et il met en danger l'Arseneur. Le but qui a été refusé, pareil, quoi. C'est une mauvaise passe. C'est deux mauvaises passes en arrière. Voilà, on leur donne les billes pour qu'ils... l'adversaire puisse scorer. Donc non, c'est pas solide, mais j'ai l'impression au fil des matchs qu'il y a une gestion dans le fait de subir le jeu et pouvoir fonctionner en contre-attaque. Mais clairement, depuis 2 matchs, on sent que Dalloglio, il s'est assis sur ses premières ambitions et il a revu tout ça à la baisse en subissant. Parfois, on voit une équipe en 5-4-1. Et voilà, en général, c'est quand on joue un match de coupe contre une équipe bien plus supérieure qu'on évolue comme ça. Donc c'est pas très ambitieux, mais ça a l'air de marcher. Alors il y a un joueur sur lequel je voudrais t'entendre, c'est l'Arseneur qui a soufflé le chaud et le froid. Comment tu l'as senti? Il était incertain en plus avant la rencontre. Ouais, j'ai appris ça. Comment je l'ai senti? Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a fait un arrêt spectaculaire. Fallait le sortir. Là, c'est Tolisso qui frappe sur un super centre. Là, ça va très vite côté lyonnais. Et la défense se trouve, mais l'Arseneur est là. Il nous a fait quand même quelques parades sur cette rencontre. Et j'ai trouvé plutôt bon sur cette rencontre notre portier. Voilà, mais toi, tu as... Alors sur l'Arseneur, j'étais énervé quand même sur le renvoi. Alors c'est vrai que la passe elle est pas bonne du tout et Batou Binsika il a pas fait un bon match. Je dirais pourquoi tout à l'heure dans les verres à moitié vides. Mais bon, l'Arseneur il fait tout bien à part cette action et bon il a un peu de chance parce qu'il y a main, mais c'est un peu trop. À chaque fois qu'ils savent pas quoi faire, les défenseurs, déjà qu'on joue bas, et à chaque fois qu'ils savent pas quoi faire, ils lui filent la balle. Et comme on joue bas, le défenseur, les attaquants sont vite sur lui. Et on sait que c'est pas un gardien de l'ancienne génération, mais c'est pas un gardien qui a appris à tout jeune ou qui a appris comme chevalier, tu vois, qui a appris à jouer avec ses pieds de manière comme un joueur de champ pratiquement, et c'est compliqué pour lui. Mais sur les gestes du gardien de but, il a fait un sans faute parce que il sort comme il faut, même parfois il a du mal sur les balles hautes, et là il a été au charbon et il a sorti beaucoup de ballons chauds. Je crois que c'est le nombre d'arrêts le plus élevé depuis de nombreux matchs. Hein. Il faut remonter à plusieurs presque saisons en arrière pour retrouver un Larsonneur avec autant d'arrêts décisifs. Ok. Allez, dans l'émission Rock and Foot, on vous passe de la musique. Ça sera le premier groupe lyonnais de cette émission. Ça sera des filles avec ce groupe Hit Girls. Et le titre, c'est Canine.
Le jeune groupe lyonnais Hit Girls, et oui, c'est un titre qui est sorti en 2024 avec cette basse lancinante, cette atmosphère brumeuse, avec cette rythmique synthétique aux accents gothiques. C'est un tout jeune groupe, vous pouvez que l'écouter dans cette émission Rock and Foot, cette émission Coup de tête, parce que faut aller le chercher celui-ci. Alors il y a plein de groupes lyonnais, évidemment, parce que c'est quand même une grande ville, Lyon. J'ai plein de morceaux. Mais là, je vais essayer de vous sortir, en fin de compte, que des titres qui sont plutôt récents de la scène underground alternative lyonnaise. Voilà, retour sur l'actualité footballistique avec cette défaite 1-0 au Groupama Stadium. On en a parlé tout à l'heure. C'est une défaite et c'est difficile de sortir du positif parce que y a un manque de talent, manque de lucidité, mais pourtant les Verts ont bien étaient bien présents et ont été plutôt vaillants lors de ce derby. Oui, on a vu des Stéphanois qui arrivaient à faire douter les Lyonnais. Alors moi je les regarde, je regarde jamais les matchs de Lyon, donc c'est ça qui m'a étonné, surtout en deuxième mi-temps. On a vu des Lyonnais avoir un petit peu peur, douter, alors que franchement je voyais pas trop ce qui pouvait leur arriver avec les armes offensives qu'ils avaient. Ils ont, en première mi-temps quand même, ils ont dominé de la tête et des épaules cette équipe stéphanoise, donc ils se sont mis à douter. Alors à la maison, ça arrive parfois. Je pense pas que la consigne était de se recroqueviller, et pourtant on a vu une équipe de Lyon qui reculait, donc ça c'est plutôt bon signe pour cette équipe stéphanoise qui, athlétiquement, on va dire physiquement, elle était bien préparée. Au niveau de la combativité, rien à redire. Maintenant, voilà, il va falloir qu'elle fasse ses gammes dans cette Ligue 1, parce que des matchs comme ça, on peut en faire plein et on va tous les perdre, parce que si on prend un coup de pied sur un but sur coup de pied arrêté, après c'est très difficile de revenir. Voilà, donc après on va voir il y a quand même des Stéphanois qui ont été meilleurs que d'autres. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors d'habitude on fait ligne par ligne. Ce que je te propose, c'est de faire les verres à moitié pleins. Alors qui est-ce qui a été pour toi à la hauteur? Tu l'as dit tout à l'heure, Bouchouari et Davitashvili ont été au-dessus. Bouchouari, moi je l'ai trouvé énorme. Et sa sortie aussi, même si Moefek se crée une belle occasion en fin de rencontre dans les arrêts de jeu, je regrette parce que c'est lui qui a porté le danger, qui faisait la différence au milieu de terrain. Je rajouterais aussi Petro de mon côté. Je trouve que il est étonnant quand même, ce joueur. On le disait condamné au banc, voire même à un transfert dans un autre club, pas au niveau, etc. Faut quand même se rappeler qu'il a effectué pratiquement une saison complète avec Lorient en Ligue 1, il y a quelques temps de ça. Et là, il part dernier peut-être des défenseurs, et je trouve que c'est le meilleur sur ce match, c'est le meilleur des 4 défenseurs. Parce que Nadé, il a fait quelques petites erreurs de relance. Moi j'ai beaucoup aimé Nadé. Mais là, j'ai trouvé Petro vraiment à la hauteur. Et puis même au niveau de la motivation, on a vu presque le rôle de capitaine sur le terrain. Il commence à avoir maintenant plus de 25 ans. Et il a aussi ce rôle de leader, on va dire au niveau de l'énergie. Et ça, c'était plutôt bien. Donc je rajouterais Petro, voilà. Et puis pour les verres à moitié vides, j'ai des choses à dire sur Batou Binsika. Eh ben, on t'écoute. Sur Batou Binsika, je trouve que c'est symptomatique sa mauvaise relance auprès de l'Arseneur, qui il le met dans la merde, et c'est assez souvent que Batou Binsika il se dédouane de prendre des risques, c'est-à-dire il va mettre des balles en touche alors qu'il pourrait relancer, il va se débarrasser du ballon alors que c'est très chaud pour son gardien de but. Sur le but, sur l'action qui amène le corner du but, il montre ses fesses à l'attaquant. Alors c'est vrai qu'il va vite, Fofana, mais à un moment il faut intervenir. Il a reculé presque dans ses 6 mètres sur cette action là. Donc là qu'est-ce que tu peux
tu sers à rien. Si tu recules jusqu'à ta ligne de but, à un moment, il faut s'arrêter de reculer en tant que défenseur. Et ça, je lui en veux un petit peu. Voilà, je trouve que lui, pour le coup, il a pas assez montré de personnalité sur cette rencontre. Oui. Mais moi, il m'a jamais convaincu, Batou Binsika. Alors, c'est un sacré colosse, hein, il en impose. Mais sur toute une saison comme l'année dernière, même s'il avait été blessé, il m'a jamais convaincu, contrairement à son acolyte Nadé, qui, moi, je trouve, lui, il tient bien son rôle dans cette charnière centrale. Vers à moitié vide, Stassin. Et puis Stassin qui n'est pas au marquage de la casette ou qui le laisse sur le but. Cette première mi-temps, effectivement aussi, il a eu cette première occasion avec cette tête-là qui passe pas loin du poteau de Perry. Mais sinon, dans les duels, il n'était pas présent du tout, hein. Il a perdu presque tous ses duels. Voilà, après il court énormément, hein, le pauvre, seul en pointe comme ça, c'est pas chose facile, mais pour moi il n'avait pas à être dans le 11 de départ pour cette rencontre. Et un autre, c'est Masson. J'étais super déçu de Masson parce que il avait un client, on le savait, mais il se faisait avoir très très souvent. C'est très rare qu'ils prennent le dessus face au jeune belge Fofana. Et offensivement, il a eu des occasions. Il a eu une frappe trop molle sur le gardien et ça, je lui en veux. Je lui en veux pour ses centres qui ne sont pas précis. Il a 3 centres dans le match qui loupent complètement, qui peuvent vraiment faire la différence. À un moment donné, c'est un 3 contre 3. Ça, je suis désolé, à ce niveau-là, ça doit pas se louper, quoi. Tu fais la différence et autant, on n'a pas parlé des différents scénario du match, hein. Mais c'est vrai que les 10 premières minutes, les Verts ont été vraiment intéressants, tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, et là c'est pas normal de pas inscrire déjà au cours de ces 10 premières minutes un but, parce qu'on a 3-4 occasions et Masson fait partie en fin de compte de ceux qui est au début des occasions, quoi, qui se crée ça, et il n'arrive pas soit à faire la différence, donc à déborder, il n'arrive pas à centrer correctement, et puis défensivement donc il a pris un peu l'eau, donc moi je mettrais Masson. Ok. Alors, dernière chose avant de passer à d'autres sujets. Souvent, les derbies, il y a un avant et un après, que ce soit pour Lyon ou pour Saint-Etienne, mais occupons-nous de Saint-Etienne. Je pense que toi aussi, tu avais remarqué à l'époque où à chaque fois, on était effaré de voir que ça modifiait totalement la saison de l'AS Saint-Etienne, ce derby. Alors, est-ce que là, tu vois une modification du bon côté ? Ou alors, est-ce que avec la trêve en plus de 15 jours qui arrive derrière, est-ce que Dalloglio va pas forcément pouvoir capitaliser sur ce qui s'est passé ? J'ai peur de la trêve parce que ça marque un temps d'arrêt. Et je pense qu'il jouerait demain, ça serait tout bénéfique pour Saint-Etienne. Là, c'est dans plus de 10 jours. Ça risque d'être... puis c'est un match à 6 points, hein, face à la Lanterne Rouge héroltaise, Montpellier. Donc, ça va être un match tendu. Ça sera pas évident. Vraiment pas évident. Parce que Montpellier, ils viennent de gagner. Ils sont faibles défensivement. On en parlera tout à l'heure. Voilà, mais... il y a du métier, ouais. Après, il y a certaines rencontres. Il y a un beau Saint-Etienne-Marseille début décembre. Moi, j'espère que ce que je disais tout à l'heure, là, ça fait 2 matchs où on voit quand même une cohérence dans le jeu, même si on subit. Je dis, plutôt, pourquoi pas. Mais ça passe par une victoire dès le prochain match. Ça me paraît évident pour essayer de bien digérer cette défaite du derby. Bien, si je réponds à ma question, je trouve que c'est bien aussi d'avoir 15 jours pour soigner les petits bobos, parce que Nadé, il est sorti, d'ailleurs il a pris des risques, hein, parce qu'il continue à jouer avec un genou douloureux. Franchement, j'ai eu peur.
Et peut-être qu'il va bien falloir 15 jours pour soigner ça. On n'a pas trop de nouvelles sur cette blessure, sur la gravité de la blessure de Michael Nadé. On espère évidemment qu'il va pouvoir tenir sa place. On n'a pas beaucoup de personnes pour le remplacer dans cette charnière. Donc on compte là-dessus. Peut-être organiser un match amical, mais voilà, on ne sait jamais. De toute façon, en plus, il n'y a pas de règles. On ne sait pas en plus ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais il me semble quand même que ils ont pris conscience D'ailleurs, Batou Binsika, il le dit à un après-match. Ça y est, on est en Ligue 1. Tu vois, ils ont pris conscience qu'ils étaient une équipe de Ligue 1 en faisant jeu égal avec une équipe, leurs meilleurs ennemis. L'Olympique Lyonnais qui joue en Coupe d'Europe, etc. Peut-être que là, oui, ils ont pris conscience. Alors, c'est bizarre parce qu'en plus, ils ont joué contre Lille, ils ont joué contre... Mais à l'occasion de ce derby, t'as Batou Binsika qui dit ça y est, on est en Ligue 1. Alors peut-être que ça va faire un petit mécanisme dans leur tête et on espère, mais il n'y a pas de recette miracle. Ouais, mais ce qui manque, c'est l'efficacité offensive qu'il faut vite corriger. À mon avis, c'est le plus gros manque. On avait une défense catastrophique. On semble que on prend un petit peu moins de buts. Voilà, on a fait un clean sheet le match précédent. Là, on prend qu'un pion. Bon, on va dire que ça va un peu mieux défensivement, mais il faut que offensivement. Alors, bien sûr, il y a la blessure de Ben Holt, il y a eu la suspension de Cafaro. Ça n'aide pas, mais il faut vraiment inscrire toujours des pions dans le foot. Ça, c'est le but. Et ça serait bien que ça soit corrigé rapidement. On va passer à un deuxième titre musical de la scène lyonnaise. Ça sera Johnny Carwash avec le titre I Am a Mess. Johnny Carwash, le titre I'm a Mess, un autre groupe de la scène post-punk lyonnaise. Très bon groupe, c'est peut-être un des meilleurs qui tourne pas mal. Moi j'apprécie, alors voilà, j'ai choisi ce titre parce qu'il envoie, mais les autres que j'avais d'eux, ils sont pas mal, mais ils datent un peu plus, il y a 2-3 ans, alors que celui-ci je crois qu'il date il y a 1 an et demi. Voilà, c'était donc... le côté rock and foot avec ces deux titres, ces deux groupes lyonnais. Et bien sûr, j'attends le 20 avril, le retour, derby retour. J'ai d'autres, bien sûr, pépites du même acabit. On revient avec l'actualité footballistique et plus précisément l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Les Verts qui recevront Montpellier, ce sera samedi soir dans 15 jours à Geoffroy Guichard. 19h. 19h, tout à fait. Cette équipe de Montpellier qui a très mal commencé cette saison sous la houlette de Michel Derzakarian, en ancien de la maison de la Paillade. Et puis depuis 2 matchs, c'est un duo qu'on connaît bien à Saint-Étienne. C'est Papy Gasset et Jean-Louis Printemps qu'on a connu à Saint-Étienne, qui sont venus faire une opération un peu comme celle-ci, un peu une opération jouer les pompiers de service, et puis ça a tellement bien marché qu'ils sont restés et on a fini européen l'année suivante. Donc avec un recrutement, parce que Gasset il a un bon carnet d'adresses. Et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis que Gasset est arrivé? L'électrochoc n'a pas fonctionné tout de suite, puisqu'ils se sont inclinés lors de la première rencontre sous les ordres du duo. Mais la semaine dernière, la magie a opéré, la magie Gasset.
à opérer puisque ils ont battu l'équipe phénomène depuis 1 an et demi, c'est Brest. Alors c'est vrai que Brest avait joué en Coupe d'Europe dans la semaine, ils commencent à être un peu fatigués, à un moment ils vont avoir... Mais cette équipe de Montpellier, elle a réussi à retourner un petit peu les choses pour gagner contre Brest. Avec une recette pas très compliquée. Donc ils ont recruté un Serbe en charnière centrale qui issu de anciennement Serie A. C'est un joueur qui a joué en Serie A longtemps, pas très âgé. Il a l'air de tenir la baraque. Et puis après, on le connaît, hein, Gasset, il y a cette espèce de magie qui s'opère avec cette gouaille de ce méridional qui a baigné dans le football depuis tant d'années et qui connaît ça sur le bout des doigts, la Ligue 1 évidemment et les ressorts psychologiques. Donc au niveau des ressorts, puis cette espèce d'aura qui se dégage de ce vieux monsieur qui a tout connu pratiquement. Donc la magie opère. Alors il va falloir se méfier de cette équipe montpelliéraine qui dispose quand même de talent. On connaît Cazerie, on connaît Nordin, mais il y en a d'autres. Savanier sera de retour. Il était suspendu 2 matchs, il va être de retour contre les Verts. Donc c'est un drôle de match qui va... que les Verts doivent attendre avec cette réception de Montpellier. Ouais, on va retrouver un certain Ferry aussi, qui est capitaine de cette équipe montpelliéraine. Je pense que Geoffroy Guichard va bien le recevoir. Autant Gasset va être applaudi, ouais, autant Ferry va être conspué. Et il faudra se méfier. On dit pourquoi quand même ? Pourquoi Ferry est conspué ? Oui, ancien Lyonnais, mais aussi c'est lui qui a blessé gravement, qui a taclé Beric lors d'un derby qui lui a enlevé 1 année de carrière, quoi. Ouais. Un très vilain geste. Qui n'avait pas été sanctionné normalement, quoi. C'était un rouge, si vous revoyez les images, chers auditeurs, voilà, c'est un rouge direct, ça paraissait évident, mais non. L'arbitre en avait décidé autrement. Moi je voulais parler du Montpellierin, je me demande s'il n'est pas jordanien, c'est Altamari, qui est un énorme joueur, qui joue offensivement et qui fait vraiment la différence. Tu vois, Petro, il faudra qu'il se méfie vraiment de ce joueur. Moi, c'est une équipe, même si elle est dernière, qui me fait un peu peur. Je le cache pas. Même, ils ont une très mauvaise défense. Hein. Je crois qu'ils ont pris plus de pions que nous. C'est pour dire. Mais ils ont un but de plus en attaque que nous. Mais elle me fait peur, surtout qu'elle vient... Elle vient à Geoffroy Guichard. Alors jusque-là, ça se passe plutôt bien à Geoffroy Guichard pour nous. Mais ça se passe... Nos 3 victoires, elles sont à Geoffroy Guichard, même s'il y a 2 défaites. Voilà. Et une autre chose que je crains, c'est la blessure de Nadé. Parce que qui dit blessure de Nadé dit remplacement. Et remplacement, en charnière centrale, il n'y en a qu'un, c'est Abdelhamid. Donc, ou Petro. Petro, c'est pas un numéro 4, nous un numéro 5. Hein. Donc voilà, on verra ça. Donc samedi 23 novembre, c'est ça, à 19h à Geoffroy Guichard, la réception de Montpellier. Donc automatiquement, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission coup de tête, puisqu'il n'y aura pas de match ce week-end du 16 et 17 novembre. Voilà pour l'agenda. On enchaîne avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, le coup de cœur pour ma part, c'est la Serie A qui est enfin visible en France. Alors, pas toute la Serie A, mais au moins 2 matchs par journée. Et c'est la chaîne L'Équipe qui, dans un premier temps, a annoncé la diffusion de 2 matchs. Puis on a appris finalement qu'il y avait qu'un match sur les 2. Il fallait être abonné pour voir le deuxième. Et finalement, DAZN les a retoqués. Il leur a demandé de ne plus diffuser parce qu'en fait... Il faut savoir que la chaîne L'Équipe, elle est visible dans le nord d'Italie, la partie pas loin de la Suisse là. Et en fait, donc ça permettait à des Italiens de voir la Serie A gratuitement, voilà, sans s'abonner
à DAZN, parce que c'est DAZN le diffuseur aussi de la Serie A en Italie. Donc pour l'instant, la situation est bloquée, mais on peut penser quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle dans un premier temps que la Serie A, où il y a énormément, on le voit d'ailleurs en Champions League, hein, les clubs italiens battent souvent même les Anglais et les Espagnols. Donc c'est un championnat qui vaut le détour, parfois défensif, mais moi j'aime ça. Donc voilà, la Serie A, elle est sur l'équipe 21, l'équipe à la télé et l'équipe sur le site internet. D'accord. Mais je savais pas. Un coup de cœur, le club brésilien, Santos. Le club si connu, puisqu'il a porté, c'est Pelé qui l'a porté ses couleurs pendant très longtemps. Donc c'est un club de la banlieue de Sao Paulo qui revient en Division 1 au Brésil. Voilà pour mon coup de cœur. Peut-être un autre coup de cœur, c'est ça faisait 2 ans qu'on jouait pas face à Lyon et moi dans mes playlists aller chercher des groupes rodadiens, et je me régale. Voilà, il y a toujours plein de choses. En Rhône-Alpes, il se passe plein de choses, pas seulement dans le foot, mais aussi culturellement et sur la scène underground, on va dire. Voilà pour mes coups de cœur. On va faire un long coup de tête. Donc, c'est pour ça qu'on avait prévu un long coup de tête, parce que déjà, on en a plein, et surtout refaire un hommage. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Et un hommage évidemment à Rachid Mekloufi qui s'est éteint la semaine dernière. Voilà cet ancien vert, joueur de Saint-Étienne, auteur de presque 150 buts pour l'AS Saint-Étienne. Alors déjà rien que ce chiffre, ça interroge. C'est vrai qu'on l'a pas vu jouer. Nous autres, nous sommes des jeunes par rapport à certains. Donc on nous a raconté. Puis il y a quand même quelques images, et notamment cette reprise de volée à la Zidane. Je sais pas si tu vois en finale de Champions League, Zidane il décoche une reprise de volée super. Et en fait Mekloufi il fait la même en finale de la Coupe de France, un peu comme Larquet aussi, qui a une filiation comme ça. Et si on réussit ce geste, c'est qu'on n'est pas trop maladroit avec ses pieds. Et c'est le cas de Rachid Mekloufi, que tout le monde classe parmi le meilleur ou le deuxième meilleur joueur après Salif Keita de l'histoire du club. Donc ça aussi, ça parle. Et moi, il me fascine ce joueur parce que, en fait, j'ai une deuxième passion, le football, c'est l'histoire, et il est rentré dans l'histoire, ce personnage. Vous allez voir pourquoi. Alors, vous savez que vous connaissez peut-être les paroles de la chanson Saint-Étienne de Lavilliers. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. Eh bien, lui, il est de 2 pays et il est de 2 villes. Parce que pour lui, tout commence à Sétif, en Algérie, où c'est un territoire français. Et à l'âge de 9 ans, il voit la tuerie qui a lieu dans cette ville en représailles de la part de l'armée française, qui tue énormément d'innocents. Et il le voit, ça. Il voit des mitraillettes qui tuent ses voisins algériens. Donc il gardera un petit peu comme ça un souvenir et puis surtout peut-être une volonté de voir cette Algérie indépendante. En tout cas, donc Sétif, c'est important pour lui. Saint-Étienne, il va être repéré puis venir à Saint-Étienne. Ce qui lui fait bizarre, c'est que dans un premier temps, on le considère, c'est la première fois qu'on l'appelle monsieur, c'est la première fois qu'on lui parle. Là aussi, ça montre que le système, la crasserie du système colonial, tel qu'il était instauré en Algérie, c'est la première fois qu'on le considère. Et ça va tellement bien marcher à Saint-Étienne que, il aide ce club c'est le numéro 10 de cette équipe qui gagne plusieurs fois le championnat de France, plusieurs fois la coupe. Et puis arrive un beau jour où ses copains de Sétif algériens viennent le voir pour lui dire: Rachid, il faut partir, il faut rejoindre l'équipe du FLN pour la cause de l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie. Et en une soirée, il va accepter. Il ne le dira à personne parce qu'il faut surtout pas éveiller les soupçons. Et donc ils vont passer par la Suisse et rejoindre la Tunisie. Et pendant 4 ans, alors qu'il aurait pu jouer la Coupe du Monde en Suède, il était sélectionné avec l'équipe de France. Il va sacrifier sa carrière, son métier, sa vie presque, pour l'Algérie. Et ils vont jouer comme ça des matchs, alors
l'UEFA ne reconnaît pas cette équipe, donc ils vont jouer dans les pays de l'Est, ils vont jouer la Roumanie, ils vont jouer l'URSS, ils vont aller jouer en Amérique du Sud, des matchs comme ça. L'équipe est talentueuse, mais c'est un petit peu une équipe fantôme, quoi, factice. Voilà, ça va durer 4 ans, et puis après il y a l'indépendance de l'Algérie, hein. Donc que faire ? Eh bien, grâce à Albert Batteux, il va rejoindre le Servette de Genève, puis Saint-Étienne, et il va vite se faire pardonner en un seul match, puisque il va marquer un but très rapidement et se faire réadopter par Saint-Étienne et même par l'équipe de France pour ce joueur. Là, donc c'est son premier pays, son deuxième pays. L'Algérie, il va la rejoindre, il va aider l'équipe d'Algérie à préparer, à former des joueurs, tellement bien que c'est la génération qui va faire la Coupe du Monde 82, qui va battre l'Allemagne lors de ce premier match de la Coupe du Monde. Ils vont être victimes d'un coup monté, d'un arrangement entre l'Allemagne et l'Autriche pour les voir se faire éliminer. Et il va rester comme ça, il va faire plusieurs clubs, mais il va travailler pour son pays, l'Algérie, mais garder Saint-Étienne dans son cœur, puisque il a une très belle place au musée des Verts, et il gardera, je crois qu'il va y avoir un hommage lors de la réception face à Montpellier, un très gros hommage pour ce joueur qui est plus qu'un joueur de foot en fait, et c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et une figure stéphanoise. Il a toujours regardé des liens étroits avec le club stéphanois et dont il deviendra l'un des ambassadeurs à partir de 2012, quoi. Il a également contribué à la création du musée de la SSE. Donc c'est un grand monsieur, il était 4 fois champion de France, il a gagné la Coupe de France aussi en 68, il était champion de France de D2 en 63 avec Saint-Étienne, et surtout il a été le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la SSE avec 152 buts. Donc bravo à lui, et voilà, paix à son âme. Un grand monsieur qui nous quitte, effectivement, c'est un coup de chagrin, on est bien d'accord. Après, voilà, il avait 88 ans, il nous a quittés il y a quelques jours. Il fallait absolument qu'on en parle dans notre émission. Coup de tête, je reviens avec d'autres coups de tête. Je n'ai pas aimé Masson, je n'aime pas la blessure de Nadé parce que je crains le pire, toujours, quand ça concerne un joueur que j'apprécie. Je n'ai pas aimé les débordements des supporters hollandais lors de la réception du Maccabi Haïfa. Les supporters israéliens ont connu des débordements sans précédent, une sorte de chasse aux supporters israéliens. Puis on a vu des images, c'est assez terrible et c'est d'une tristesse sans nom. Et dans le domaine de la violence aussi, dans notre région, dans les moins de 16, un match amical, j'ai appris que des parents et des joueurs du Puy-Foot, moins de 16 ans, ont été violentés lors d'un match à Lyon-Duchère. Voilà, c'est d'une tristesse sans nom, suite en fin de compte à un geste de l'arbitre. C'est l'arbitre qui est à l'origine, d'après ce que j'ai lu, hein, évidemment. Mais bon, voilà, une fois de plus, les stades deviennent des lieux de violence. C'est assez terrible. Voilà, on se retrouve donc dans 2 semaines, chers auditeurs, pour décortiquer et analyser le match Saint-Étienne-Montpellier, donc le samedi 23 à 19h. D'ici là, portez-vous bien et allez les Verts! Bonne quinzaine, allez les Verts, bonjour à Eric, et allez les Verts. Eh oui, beaucoup Eric, à bientôt.